y a plusieurs institutions, effectivement. Il y a ce qu'on appelle, ce que vous avez cité, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Il y a le Parlement européen, qui est élu par les citoyens selon la population de chacun des pays. En France, désormais, nous aurons 79 députés européens. Et il y a la Commission européenne. La Commission européenne, en général, exécute ce que lui demande le Conseil européen, c'est-à-dire la Commission européenne propose au Parlement européen des résolutions, des projets de loi qu'on appelle directives ou règlements, selon qu'ils sont votés par la suite par les parlements nationaux ou pas. Et la Commission européenne propose ces directives au Parlement européen qui les vote ou qui ne les vote pas. Donc, dans les institutions, il y a deux institutions qui font la loi, le Conseil européen et le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il faut que les deux institutions soient d'accord pour qu'une loi soit adoptée à l'échelle de l'Union européenne, puis ensuite soumise à chacun des parlements nationaux pour une retranscription dans le droit national. Donc chaque loi qu'on vote là-bas passe dans les parlements nationaux et a des conséquences forcément sur nos vies quotidiennes. Le Parti communiste a été contre la fabrication de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'à partir du traité de Maastricht, on est passé de la communauté européenne. Dans le mot communauté, il y avait un bout de mot qui est commun, et on est passé à l'Union européenne avec une unicité de politique et une unicité monétaire. L'euro est une monnaie unique, et la politique mise en œuvre depuis le traité de Maastricht est une politique unique, c'est-à-dire dès lors qu'elle est décidée, notamment ce qui est inscrit dans les traités, ce qui est par exemple ce qu'on appelle le pacte budgétaire, c'est-à-dire un pacte d'austérité en vérité, est une politique unique à appliquer dans chaque pays. D'ailleurs, la Commission, tous les 6 mois, vérifie que chacun des pays applique bien cette politique unique. Ce dont, s'il faut employer ce mot, je suis le plus fier, c'est d'avoir sauvé le Fonds européen d'aide aux plus démunis, c'est-à-dire c'est un fonds qui permet aux associations comme le Secours populaire, le Secours catholique, les Restaurants du Cœur, d'avoir les moyens financiers de donner à manger à ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui, même pas à un repas par jour. Donc je suis très content de ça, mais pas seulement. Quand j'avais fait une proposition qui était une allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans qui leur aurait permis d'avoir accès à des bourses pour payer leur logement, payer ce dont ils avaient besoin, leur fourniture scolaire, payer leur repas, parce que ça coûte très cher, mais ceci n'avait pas été accepté. Et je voulais en plus qu'il y ait un moyen d'accéder à la perfection de la formation en permanence, mais surtout un débouché sur l'emploi. Ce modèle-là n'a pas du tout été accepté. Par contre, ça s'est transformé en un système qu'on a appelé la garantie jeunesse. Et cette garantie jeunesse permet à des jeunes de rentrer dans des cycles de formation de 6 mois, débouchant sur un travail. Et le mieux, c'est évidemment un travail à durée indéterminée, un travail stable et convenablement rémunéré. La France n'était pas dans ce programme, puisque ce programme était destiné aux pays les plus en difficulté. Et à force de bataille, j'ai obtenu que la Seine-Saint-Denis devienne une zone où on expérimente la garantie jeunesse, et on a aujourd'hui des expériences en Seine-Saint-Denis, notamment dans la ville d'Aubervilliers avec la mission locale pour l'emploi, où 57% des jeunes qui passent à la mission locale grâce à la garantie jeunesse trouvent un travail de longue durée, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, et en général rémunéré, je ne vais pas dire convenablement, mais rémunéré au tarif des autres salariés. Et donc je crois que c'est un pas important pour moi, parce que ça permet de sortir des jeunes aujourd'hui des difficultés, de les réinsérer dans la société, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et il y a encore quelques semaines, troisième autre exemple,
on a actualisé une directive qui protège les salariés exposés à 27 substances cancérigènes, mutagènes et ayant des effets nocifs sur la reproduction des hommes et des femmes, qui désormais va permettre, dès lors que ce sera transcrit dans le droit national, va permettre aux salariés, aux travailleurs d'être protégés de cela. Et on a même inclus, contre l'avis de la Commission et du Conseil, pendant de nombreuses semaines, les émanations du gasoil et du fioul domestique. Et donc, c'est quand même quelque chose, de ce point de vue, important pour ceux qui vont pouvoir en bénéficier. D'abord, on ne sort pas de l'Europe. L'Europe est une entité géographique. On peut sortir des politiques européennes. On peut sortir de la construction européenne telle qu'elle se fait et inventer autre chose. Par exemple, nous proposons, nous, de dépasser ce carcan de l'Union européenne et des traités, des 3 ou 4 traités, l'acte unique, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne et le pacte budgétaire. Nous proposons de sortir de cela et d'élaborer de nouveaux traités pour aller vers autre chose, qui ne soit ni le statu quo actuel et ses dérives, ni la sortie, qui est la construction d'une union des peuples et des nations qui soit solidaire, qui soit associée et qui soit libre. C'est-à-dire qu'un pays qui ne veut pas accepter une régression sociale, qui ne veut pas accepter que ses chemins de fer ou son électricité soient privatisés, il doit avoir la possibilité de le refuser, tout en continuant de discuter avec les autres pays et les autres peuples, mais dès lors que ça va contre ses intérêts et l'intérêt des populations, il ne l'applique pas. C'est un peu ce que nous appelons une construction à géométrie choisie, et ceci n'empêche pas des constructions futures. Par exemple, moi je crois qu'aujourd'hui, au lieu de la privatisation de la SNCF, il faudrait un grand projet ferroviaire, de coordination ferroviaire. Et on le fera peut-être pas à 28, mais on peut le faire, la France, avec les voisins, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. On pourrait le faire ensemble avec des prix beaucoup plus raisonnables. On développe les voyageurs, on développe le trafic fret public parce que c'est écologique, ça permet de créer des emplois, on met en lien l'ensemble de ces réseaux, c'est-à-dire on peut changer de billet où on se trouve, on paye ça par un fonds de développement économique et social, et par une taxation du kérosène des avions qui sont des lignes intra-européennes. Ça, c'est un projet innovant qu'on pourrait porter. Donc, nous, c'est autre chose. On veut sortir du carcan de l'Union européenne telle qu'elle existe pour mettre au centre du jeu les peuples et les nations, évidemment dans des confrontations, dans des élaborations, des co-élaborations communes, mais au service du bien commun. Il faut y aller plein pot. Et y aller plein pot, ça peut se jouer à l'échelle de l'Union européenne en combinant le progrès social et le progrès environnemental. C'est-à-dire que... Ça ne s'oppose pas, ça. Non. Voilà. Si au lieu de donner de l'argent aux banques privées, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est pour de l'investissement utile, la Banque centrale européenne alimentait une banque publique, une autre banque publique européenne ou des banques publiques nationales ou un fonds européen pour le développement humain, pour le progrès écologique. Par exemple, ce que je viens de dire à propos des chemins de fer, on le ferait. Ce serait profitable parce que ça créerait des emplois. On arrêterait de mettre des gens sur les camions et ce serait profitable à la sécurité routière, ce serait profitable à l'environnement. Mais si, par exemple, on se mettait à rénover les bâtiments, et on faisait de l'isolation, on faisait des bâtiments de haute qualité environnementale, il y a des millions d'emplois à créer. Ce serait profitable, ça permettrait des économies d'énergie, ce serait profitable à l'environnement. Si on réorientait la politique agricole commune, au lieu de faire des fermes de 1000 vaches, de 1000 veaux, comme on veut faire aujourd'hui, et on disait, on va réorienter, on se donne 50 ans pour réorienter. Et on va revenir à une agriculture plus familiale, qui développe l'emploi, qui soit convenablement rémunérée, qui va faire de la qualité alimentaire, qui va protéger les eaux, qui va protéger les sols. On ferait de l'emploi
et on ferait de l'amélioration de notre biodiversité et de l'environnement en général. Donc, la combinaison du progrès social et environnemental devient pour nous une priorité. On a ramené ce débat autour du choix le 26 mai entre ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre l'Europe. Mais c'est pas ça le débat. L'Europe est une entité géographique. La question, c'est quel choix politique faisons-nous? Donc ce n'est pas pour ou contre l'Europe, c'est de quelle Europe avons-nous besoin? Faisons-nous une Europe sociale, une Europe environnementale, une Europe démocratique? C'est ça l'enjeu. Sortons-nous des traités austéritaires actuels, c'est ça l'enjeu. Quant à la question de nous dire « vous avez le choix entre l'affreuse jungle du capitalisme et la barbarie nationaliste de l'extrême droite », alors là, pardon, parce que c'est justement la jungle capitaliste qui nourrit l'extrême droite, qui donne du fumier chaque jour à cette extrême droite et qui conduit, parce que parallèlement à cela, on détruit les organisations syndicales et on les méprise. On détruit les forces progressistes. On détruit les associations. On méprise ceux qui font entendre leur voix dans les manifestations. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont que leur travail, leur pauvre retraite pour vivre, qui sont dans 1001 difficultés, qui pensent qu'ils n'ont plus le choix que de voter extrême droite parce que le président de la République depuis maintenant des mois, et il accélère ceci encore cette semaine. Il dit en quelque sorte à celle et celui qui n'est pas content de sa politique, qui n'a qu'une alternative, c'est le vote extrême droite. Parce que lui, il croit qu'il va rassembler une population qui ne veut pas de l'extrême droite, et elle est majoritaire dans notre pays, mais en même temps, il nourrit dans son discours politique la montée du nationalisme d'extrême droite au nom prétendument de son combat. Alors qu'il dit à celui qui n'est pas content, tu n'es pas content de ma politique, donc il te reste un choix, c'est l'extrême droite. Et bien nous disons, non, il y a une diversité politique en France. Il faut qu'il y ait un débat démocratique, un débat d'options. Chacun jugera selon ce que propose et selon ce qu'ont fait les uns et les autres. Mais aujourd'hui, sortir du marasme dans lequel on est de toutes parts, c'est de choisir l'option justement du changement de modèle, de la sortie de cette construction européenne telle qu'on la connaît, pour construire une autre Europe ensemble. Et ça, c'est la liste de Ian Brossat qui le propose clairement et nettement, quand elle propose d'augmenter les rémunérations partout dans chaque pays, en créant un salaire minimum partout, en faisant monter ce salaire minimum plus vite dès lors qu'il est bas, en mettant une clause de non-régression sociale, en mettant une clause de la femme la plus favorisée, c'est-à-dire on choisirait le droit social le plus élevé pour les femmes qu'on appliquerait, en choisissant le combat contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux et la justice fiscale. Donc c'est tout autre chose que nous sommes en train de proposer. Il y a aujourd'hui ce fameux pacte budgétaire que le président Hollande avait dit qu'il renégocierait. Il n'en est rien. Mais ce pacte budgétaire, il sert de cadrage aux politiques budgétaires, c'est-à-dire à l'élaboration du budget de la nation. Il se trouve qu'il n'est jamais passé au Parlement européen, c'est seulement le Conseil qui l'a approuvé. Et il y avait un alinéa dans ce texte qui disait « il faut que le Parlement européen donne son opinion au terme des 5 ans ». Les 5 ans, ça s'est terminé le 31 décembre. Et il n'y a pas de majorité dans aucune commission du Parlement européen, ni en séance plénière jusque-là, pour le faire adopter. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de fonctionner sur une sorte de vide juridique. On n'a pas de... Ce pacte n'existe plus. Eh bien, il va revenir peut-être au mois d'octobre ou novembre. Il faut le battre. Pour le battre, il faut des élus qui soient susceptibles de mener l'action et de voter contre. Et donc ce serait un pas, je ne dis pas qu'on sortirait de l'austérité, mais ce serait un coup de canif incroyable contre les choix d'austérité. Je prends un autre cas. On va
rediscuter de la politique agricole commune. Si on veut la réorienter, si on veut une politique agricole commune qui défende les petits et les moyens paysans, qui définisse des prix qui permettent de rémunérer le travail, qui permettent la qualité alimentaire, qui permettent le développement, l'amélioration des territoires, eh bien, il faudra des parlementaires qui défendent ces choix-là. Prenons d'autres enjeux. On a eu maintenant 2 commissions, j'ai été dans l'une d'entre elles, contre l'évasion fiscale. Donc la question, et d'ailleurs j'ai fait voter dans cette résolution 25 propositions sur les 250, j'en ai fait voter 25, dont la proposition de ce qu'on appelle aujourd'hui des frères Bocquet, pour faire une conférence internationale contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Ben ça va revenir, ces enjeux-là. La taxation des grandes multinationales nord-américaines, de Google à Facebook, etc., va revenir dans les débats. Les enjeux liés à la politique industrielle, à la lutte contre les délocalisations, et puisque tout le monde parle d'un salaire minima dans l'Union européenne, donc j'espère que tout le monde va proposer des textes au Parlement européen, des résolutions, pour des salaires minima dans chacun des pays. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont devant nous, mais pour cela, c'est sûr qu'il faut avoir des élus dont on est sûr qui seront fidèles à ce qu'ils disent dans une campagne électorale, sur lequel on pourra s'appuyer et qui feront le lien avec les organisations syndicales, associatives et les organisations non gouvernementales. Et donc, il y a des enjeux importants à aller voter le 26 mai, et le vote le plus utile et le vote le plus efficace, parce que c'est un seul tour, c'est un choix à la proportionnelle, et au-delà de 5%, il y aura des députés, il y aura au moins 4 députés par liste. Et donc le choix pour la liste que conduit Ian Brossa, de ce point de vue, est extrêmement important, non pas pour la liste elle-même, elle est importante pour soi-même, pour sa vie quotidienne. Un salarié de EDF qui ne veut pas la privatisation des 162 barrages prévus, s'il ne va pas voter, il se tire une balle dans le pied. Celui qui, et on est tous dans ce cas, consomme du gaz ou de l'électricité et qui ne dit rien alors que la déréglementation du gaz et l'électricité par les institutions européennes a conduit à augmenter ce prix, n'allait rien dire ce jour-là, ben c'est à accepter. Celui qui fait les manifestations avec les gilets jaunes pendant 28 semaines de rang, et si la 29e semaine, le dimanche du 29e semaine, il reste chez lui, eh bien, il n'a aucune chance d'avoir la justice fiscale, d'avoir la taxation des mouvements de capitaux, d'avoir la taxation des grandes multinationales et d'empêcher l'évaporation de l'argent dans les paradis fiscaux. Par conséquent, il faut aller dire son mot. Le paysan qui veut vivre de son travail et qui, ce jour-là, ne veut pas se déplacer en utilisant notre bulletin de vote. Nous ne demandons pas d'être d'accord avec tout ce que nous disons. Nous disons, vous avez entre vos mains ce jour-là un outil qui peut vous permettre de dire ce que vous avez sur le cœur et de peser vers autre chose, vers une Europe qui, enfin, avance vers le progrès social. Une Europe qui va protéger la biodiversité et le climat. Et une Europe dans laquelle il faut se battre pour que, enfin, elle soit la propriété des populations, des salariés, des travailleurs, des ouvriers, des caissières de supermarchés, comme des paysans, de l'employé de bureau comme de l'enseignant. Parce que tout ça est inscrit dans les textes. Par exemple, la réforme de la retraite que veut faire le gouvernement actuel, eh bien, elle est inscrite dans un texte du Conseil européen, voté donc par M. Macron, depuis bientôt 1 an, puisque ça s'est passé en juin de l'an dernier, l'adoption de ce texte. Eh bien, M. Macron va là-bas au Conseil européen, il signe des textes avec lesquels il est forcément d'accord, et quand il revient ici, il met en œuvre évidemment le texte qu'il a signé. Et donc il y a un lien entre la politique nationale et la politique européenne, et inversement, et il y a un lien entre notre vie quotidienne et le vote du 26 mai.
Parce que s'il y a la contre-réforme des retraites qui est en train de se profiler, c'est que précisément les institutions européennes veulent ce changement et veulent une retraite par capitalisation, puisqu'on nous l'a fait voter il y a 2 mois de cela, un projet de retraite par capitalisation que, évidemment, nous avons, nous, refusé. Mais il y a eu une majorité pour la première fois au Parlement européen pour le faire. Donc un retraité ou un pré-retraité qui veut défendre la retraite solidaire telle que nous l'avons, il ne peut pas rester chez lui le 26 mai. Et il doit utiliser le bulletin le plus efficace pour empêcher ça, c'est-à-dire le bulletin Ian Brossat. Patrick Joyaric, merci. Merci bien.